Je vais parler ici de l'impact de notre pouvoir d'achat sur notre propre monde, en essayant d'expliquer ce que l'argent, c'est-à-dire notre argent, a fait dans nos vies. Le pouvoir a déjà changé de main. Les véritables maîtres du monde ne sont plus les gouvernements, mais les dirigeants de groupes financiers ou industriels, d'institutions internationales plus ou moins opaques également. Or, ces dirigeants ne sont pas élus, malgré l'impact de leurs décisions sur la vie des populations. Le pouvoir de ces organisations s'exerce sur une dimension planétaire, alors que le pouvoir des États était limité à une dimension nationale. Je parle du pouvoir de ces entreprises, de ces sociétés, de ces organismes internationaux, parce qu'il me semble que le pouvoir des États aujourd'hui n'existe quasiment plus, malgré les apparences. Le pouvoir des organismes financiers, des multinationales, a depuis longtemps dépassé le pouvoir des États. L'illusion démocratique, c'est justement la présence de ces États qui nous laisse penser qu'en votant pour un tel ou un tel, tout va changer, ou tout sera mieux. Et en fait, la démocratie a déjà cessé d'être une réalité, puisque les responsables des organisations qui exercent le pouvoir aujourd'hui, dans l'ombre, bien souvent, ne sont pas élus, et le public n'est pas informé de leurs décisions. La marge d'action des États est de plus en plus réduite par des accords économiques internationaux pour lesquels les citoyens n'ont jamais été consultés ou informés. Il est également survenu que des décisions soient prises après un référendum, à l'inverse de ce qui avait été demandé par le peuple. Des traités élaborés comme le GATT, l'OMC, l'AMI, NTM, NAFTA et d'autres visent un seul but, le transfert du pouvoir des États vers des organisations qui ne sont pas élues, au moyen d'un processus qu'on appelle la mondialisation. C'est une suspension proclamée de la démocratie qui aurait provoqué une révolution. On a donc décidé de maintenir une démocratie de façade, factice, et de déplacer le pouvoir réel vers de nouveaux centres. Donc ça fait que les citoyens continuent à voter, mais leur vote a été vidé de tout contenu. Ils votent pour des responsables qui n'ont plus de pouvoir réel. La disparition de l'information, c'est que depuis le début des années 90, elle a progressivement disparu des médias destinés au grand public. Les journaux télévisés, c'est comme les élections, ça continue d'exister, mais il n'y a plus de contenu. Il y a 2 à 3 minutes d'information véritable aujourd'hui dans un JT. Le reste, c'est des sujets magazines, des reportages anecdotiques, des faits divers, des micro-trottoirs, des reality shows sur la vie quotidienne. Mais de la véritable information, celle qui est issue des dépêches de presse, c'est pratiquement rien en comparaison au nombre de dépêches qui sortent chaque jour, qui sont des sujets bien souvent très importants pour nous, que ce soit au niveau national ou mondial. On va parler aussi des stratégies et objectifs pour le contrôle du monde. Évidemment, les responsables du pouvoir économique sont quasiment tous issus du même monde, des mêmes milieux sociaux, donc ils se connaissent, ils se rencontrent, partagent les mêmes vues, les mêmes intérêts, la même vision de ce que devrait être le monde idéal futur. C'est donc naturel si ils se synchronisent sur des actions qui ont des objectifs communs, en induisant des situations économiques favorables à la réalisation de leurs objectifs. Par exemple, le désengagement total des États de l'économie, y compris des secteurs de l'éducation, la recherche, et bientôt la police et l'armée, qui sont destinés à devenir des secteurs exploitables par des entreprises privées. L'endettement des États, c'est intéressant aussi, par le biais des banques, par le biais de la corruption, des travaux publics inutiles, des subventions données aux entreprises, sans contrepartie,
Des dépenses militaires aussi, qui ne sont pas calculées, qui ne sont pas rendues publiques, évidemment. Il y a aussi la précarisation des emplois, le maintien d'un niveau de chômage élevé. Ça, c'est volontaire. C'est entretenu grâce aux délocalisations et à la mondialisation du marché du travail. C'est en maintenant une grande quantité de chômeurs dans le système qu'on arrive à leur faire accepter à tous ces gens des métiers qu'ils n'avaient peut-être pas envisagés, qui sont peut-être loin de chez eux, pour lesquels la paye est basse, très basse, et dans lesquels les situations de travail, les conditions de travail, pardon, sont bien souvent réduites au plus bas possible, puisque ces gens n'ont pas d'autre choix. On empêche aussi la montée des revendications salariales dans le tiers-monde, comme dans beaucoup d'autres endroits maintenant, en y maintenant des régimes totalitaires ou corrompus. Les organisations multinationales privées, petit à petit, se dotent des attributs de la puissance des États. Ils ont des réseaux de communication, des services de renseignement, des fichiers sur les individus, des institutions judiciaires. Alors on peut imaginer que l'étape suivante, et ultime, pour ces organisations, sera d'obtenir la part de pouvoir militaire et policier qui correspond à leur grandeur, à leur nouvelle puissance. À terme, on peut imaginer que les armées pourraient devenir des entreprises privées, prestataires de services, qui travailleraient pour ceux qui peuvent payer ces services, à savoir des États, mais aussi des entreprises, et même peut-être des particuliers. Pourquoi pas? On peut même imaginer que ces armées pourraient attaquer des États qui ne se plieraient pas aux règles du nouvel ordre mondial, par exemple. C'est aussi possible, mais ça serait très grave, créant des états de pseudo-guerre, pseudo-économiques, qui seraient en fait, oui, économiques, mais aussi d'idéal économique. Pour l'instant, ce rôle est assumé par l'armée des États-Unis, à mes yeux, qui est le pays le plus contrôlé par les multinationales. Tout ça va bien sûr avec la destruction de la nature. Pourquoi ? Elle évolue parce que, premièrement, la disparition de la nature et l'augmentation de la pollution, ça va rendre les individus plus dépendants du système économique pour leur survie. Quand on est obligé de tout acheter, il n'y a pas de ressources disponibles facilement, tout ça c'est parfait, quoi. Deuxièmement, la nature constitue une référence, une comparaison d'un autre ordre, c'est celui de l'univers. La contemplation de la beauté et de la perfection de cet ordre, c'est subversif. Ça amène l'individu à rejeter la laideur des environnements que nous avons créés, qui sont urbanisés, qui sont bien souvent moches, pollués, bruyants, bref, repoussants, et ça mène à douter de l'ordre social qui doit pourtant demeurer la seule référence pour les gens que ça intéresse. L'urbanisation et l'environnement permettent de placer les populations dans un espace qui est totalement surveillé, totalement sous contrôle, où tout est payant, où l'individu est immergé dans une sorte d'absolu. S'il n'y a pas de comparaison avec la nature, une forêt proche, c'est parfait. Et troisièmement, la contemplation de la nature, ça incite au rêve, ça intensifie la vie intérieure des individus, ça développe la sensibilité et le libre arbitre. Et ça, c'est très mauvais pour ces gens. Parce que dès lors que les gens commencent à réfléchir de façon naturelle, spirituelle, ils sont plus fascinés par les marchandises. Ils ne sont plus intéressés par les programmes télévisés qui sont destinés à les abrutir et à les contrôler, finalement. Et ces marchandises qui sont là pour les dépouiller de ce qu'ils possèdent, pour les plonger dans le travail permanent qui servira à payer ces marchandises. Donc, cette marchandise qu'ils achètent, avec leur pouvoir d'achat, c'est le moyen de les tenir en esclavage.
Quand on pense que grâce aux énergies fossiles, à l'énergie solaire, au vent, à la puce électronique et donc à l'ordinateur, grâce au réseau, dont Internet, on est encore en train de travailler du matin au soir pratiquement tous les jours. C'est surprenant. Avec ces moyens-là, on pourrait penser, depuis 30 ou 40 ans, que le temps de travail de chaque individu aurait pu se limiter à 1 ou 2 heures par jour. En réalité, oui, ce serait suffisant si on avait maintenu notre niveau de vie de l'époque en utilisant ces nouveaux outils. Or, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus. Ça n'a pas de fin, ça ne s'arrêtera pas. Plus on aura d'outils pour être efficace et donc stressé, plus on nous en demandera, puisque de toute façon, il est question d'utiliser tout notre temps pour produire. Finalement, produire quelque chose qui échappe au peuple, qui est détourné, en quelque sorte. Donc le plus grand danger pour l'ordre social, c'est d'avoir un peu de spiritualité, d'avoir le temps pour ça, et d'avoir un repère qui est le monde naturel. Pour stabiliser un nouvel ordre social, tout ce qui peut donc stimuler l'éveil spirituel, c'est à prohiber, évidemment. Ça doit être éliminé ou interdit ou remplacé par quelque chose d'artificiel et généralement de payant. Ça amène l'individu à bouleverser son système de valeurs et donc son comportement au détriment des valeurs et comportements qui ont été implantés dans le conditionnement social. Donc c'est pas bon du tout. Alors on remarque qu'en 2000 ans d'histoire, on a eu plusieurs ères, 4 exactement pour l'instant. L'ère des tribus, c'était en quelque sorte la liberté, celle des empires et des royaumes, qui se battaient, qui s'agrandissaient, qui disparaissaient. Ensuite on a eu l'ère des États-nations, et maintenant on est dans l'ère des conglomérats économiques. Bien que ce ne soit pas une évidence absolue, on peut considérer que les États qui nous gouvernent sont composés de marionnettes. On peut noter d'ailleurs que les présidents sont de plus en plus effacés, discrets, voire neutres, insipides, naïfs, et que leurs ministères sont sélectionnés d'une certaine manière, non pas par les valeurs humaines et les aptitudes de chacun de ses membres, mais sur des profils plutôt. Des profils qui correspondent à telle ou telle situation, tel ou tel objectif caché ou dévoilé. L'ère des conglomérats économiques, c'est à partir d'à peu près les années 50 qu'elle commence à apparaître. Elle est finalement mise en place en 70-80 dans notre monde, et depuis les années 90, ça fonctionne. Le pouvoir n'est plus de type représentatif ou électif, il n'est plus localisé géographiquement. Il est exercé directement par ceux qui contrôlent le système financier et la production de marchandises. Les instruments de ce pouvoir, c'est le contrôle de la technologie, cette technologie qui s'éloigne de plus en plus de nous, mais qui nous demande de plus en plus de s'y intégrer, créant un stress pour chacun, mais aussi une frustration et un éloignement à cette espèce d'absolu technologique que plus personne ne maîtrise et qui demande des dizaines de métiers différents, des centaines de milliers d'employés et des milliards d'utilisateurs qui doivent aussi apprendre tout le temps à s'adapter à ce flux sans cesse mutant. Il y a aussi l'énergie comme instrument, la monnaie et l'information. L'information, bien souvent, ça peut être du mensonge, et dans ce cas, ça devient un outil particulièrement efficace. Alors, comme tout nouveau pouvoir, il remplace le pouvoir précédent, qui est en train de disparaître actuellement, et ce nouveau pouvoir est global, il est planétaire. Il n'y a pas, dans cette notion de frontières, c'est-à-dire qu'on a une caste de l'élite internationale qui s'est liguée dans un but commun. Et ça, c'est très dangereux, parce que on sait que 99% des richesses sont possédées par 2% des personnes sur la planète. Et ça va aller de moins en moins, c'est-à-dire que ces gens vont devenir de plus en plus rares et de plus en plus riches. Et par extension, on peut imaginer qu'à un moment, il y aurait une personne, une seule, qui serait le maître du monde, et qui n'aurait été élu par personne. Juste grâce à l'argent. Je dis à cause pour nous. Nous qui n'avons pas cette fortune et qui ne sommes pas cette personne à ce moment-là. Je vais finir en citant Roosevelt,
qui dit « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. » Nicholas Murray Butler dit « Le monde se divise en 3 catégories de gens. Un très petit nombre qui fait se produire les événements, un groupe plus important qui veille à leur exécution et les regarde s'accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en réalité. » J'ai envie de penser aux Twin Towers américaines, sur lesquelles les causes, les comment et les pourquoi ne seront jamais clairs pour le Kidam, puisqu'on a un discours unifié, brumeux, mystérieux autour de cette histoire, comme d'autres. Paul Warburg dit « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question sera de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » Et David Rockefeller, évidemment, on ne peut pas l'éviter. La famille Rockefeller, qui est une des plus riches et puissantes de la planète, il dit « Quelque chose doit remplacer les gouvernements. Et le pouvoir privé me semble adéquat pour le faire. »